Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast du Soleil dédié à l'énéagramme. Alors j'ai souhaité vous proposer une approche plutôt ludique de l'énéagramme qui peut intéresser ceux qui ne connaissent pas du tout l'énéagramme et puis ceux qui connaissent ou qui sont déjà très familiarisés avec l'énéagramme. Une approche ludique, on va le voir, qui va être liée à une situation de vie très très commune qu'on a tous rencontrée, qui va nous permettre d'identifier ce qu'on appelle les énéatypes. Tout d'abord, j'adresse ma reconnaissance à la libre université du Samadeva qui m'a formé à l'énéagramme, début des années 2000. J'ai trouvé dans cette science, cet art de la personnalité, vraiment un outil très concret pour me permettre d'identifier mes conditionnements et puis d'avoir plus de justesse aussi au niveau relationnel avec les personnes que je rencontre, avec aussi une éthique derrière l'énéagramme. Une fois qu'on a étudié, il ne s'agit pas de dire tiens, regarde celui-ci, l'énéatype 6, 7, 5... Il y a la nécessité, vraiment, je dirais la nécessité absolue que l'énéagramme soit au service d'une dimension de l'être, une dimension de la compassion et de l'amour fraternel qu'on a envers les autres. Donc c'est simplement aussi un outil qui nous permet d'avoir une certaine adaptabilité avec les autres quand on connaît aussi les conditionnements de la nature humaine, notamment il y en a 9, 9 conditionnements, 9 types de personnalités qui sont pas figés dans quelque chose de rigide, de sclérosé. L'énéagramme, c'est vraiment très très vivant et ça demande des années d'études pour vraiment être dans une compréhension intérieure, dans une compréhension vraiment réelle, et c'est vraiment une science qu'on pourrait étudier à vie et je pense qu'on n'en aurait jamais terminé. Mais on peut commencer à essayer de comprendre un petit peu cette approche qui est très très ancienne. Je ne vais pas vous faire un cours qui va être trop intellectuel, c'est pourquoi je ne m'aventure pas trop non plus là-dedans. Il y a suffisamment de cours ou de vidéos sur YouTube qui pourront vous permettre d'étudier plus intensément l'énéagramme. Alors, de manière générale, l'énéagramme s'articule autour de 9 énéatypes. Je prends la situation suivante pour vous permettre de cibler, de comprendre les énéatypes de manière caricaturale. De manière comme ça, caricaturale, mais ne les prenez pas pour une vérité, juste une approche. Vous êtes avec un ami, votre compagnon, compagne, peu importe, et vous êtes invité chez des personnes que vous ne connaissez pas, chez elles, donc dans leur maison ou dans leur appartement, peu importe. Et donc vous êtes un certain énéatype, et on va dire que pour le moment vous ignorez cet énéatype, ou bien vous êtes dans l'observation de cette personne qui va découvrir cette maison, cet appartement et ces nouvelles personnes. On va prendre l'énéatype 1, qu'on appelle aussi le perfectionniste. Cette personne, du coup, arrive dans ce nouvel endroit, c'est chez ses inconnus, et la porte s'ouvre. Elle pénètre dans cet appartement, cette maison, et quel va être le focus numéro 1 pour un énéatype 1 ? Énéatype 1, donc le perfectionniste qui a un gros souci des détails, c'est presque une obsession chez lui, ça peut être une obsession. Il a un conditionnement qui est le suivant. Durant son enfance, il a pu être conditionné par le fait de se sentir aimé s'il faisait les choses parfaitement. Ce sont généralement des personnes qui sont très ancrées dans le physique et qui sont très organisées. Poussées à, on va dire un petit peu à l'extrême, ce sont des gens très maniaques qui aiment que tout soit en place, tout rangé, tout ordonné, tout propre. Et donc quand cette personne arrive chez ses inconnus, le premier focus pour se sentir bien elle-même va être de regarder un petit peu ce qu'il y a autour d'elle, voir comment les gens sont habillés, s'il n'y a pas de négligence, si c'est propre. Voilà, donc elle va voir peut-être une petite tache sur un mur, elle va voir s'il y a encore quelques petites poussières sur le sol. Et c'est comme son référentiel intérieur de conditionnement. Elle ne peut pas faire autrement. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé de mécanique. Bon, c'est complètement mécanique. C'est un conditionnement mécanique. Et
donc en fait, son mental va raisonner à ce référentiel. Ce référentiel, est-ce que les choses sont parfaites? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que la maîtresse de maison, vous voyez, est-ce qu'elle a fait une table pas nécessairement très jolie? C'est pas ça que l'énéatype 1 va regarder, mais est-ce que tout est en place? Est-ce que c'est organisé? Et c'est ça qui va l'intéresser, c'est ça qui va faire qu'elle va évaluer la soirée de manière plus ou moins positive. Si l'intérieur de cette personne inconnue ou de ce couple, par exemple, d'inconnus était négligé, pas négligé, mais en tout cas pas propre, suivant ses propres valeurs, elle peut considérer que la soirée aurait pas été très très belle parce que elle va dire oui mais t'as vu, je suis allé aux toilettes, c'était vraiment sale, j'étais dans le salon, mais t'as vu vraiment ce chien là qui a ses poils partout, c'est pas ramassé. En fait, tout va être orienté par ce référentiel de conditionnement. Et au contraire, c'est-à-dire que si tout était propre, tout en ordre, voilà, là, elle aura le sentiment d'avoir passé une très très belle soirée. Mais ça peut réellement se passer comme ça. Chez notre énéatype 2, qu'on appelle l'altruiste, ce sont généralement des femmes. Il y a très très peu d'hommes. Notre énéatype 2 a ce sens du service, de recevoir, le sens de l'accueil. Il a été conditionné durant l'enfance par ce sentiment de ressentir l'amour de l'autre, peut-être de ses parents, lorsqu'il était au service. C'est par exemple une petite fille qui amène, un petit cadeau, un petit présent à son père ou à sa mère, ou qui va leur servir quelque chose, un petit verre d'eau, une petite attention, et tout de suite elle a ressenti, cette petite fille, waouh, merci de m'amener ça, merci de m'apporter ça, merci de faire ça pour moi, et elle va l'intégrer comme son référentiel d'amour, c'est-à-dire je me sens aimé lorsque je suis au service. Donc les énéatypes 2 sont des personnes très très serviables, mais même si sur le papier ça peut paraître effectivement extrêmement positif, ce qu'on l'appelle aussi l'altruiste, il y a aussi ses revers, comme on va le voir. Donc cette personne arrive chez ses inconnus avec admettons cette femme avec son compagnon. Notre énéatype 2 ne va pas nécessairement considérer la propreté comme l'énéatype 1. Il va considérer davantage la manière dont il est reçu. Et si la femme, par exemple, le couple qui le reçoit, a cette chaleur humaine qui est si importante pour elle et qu'en plus l'énéatype 2 est capable souvent de donner à l'extérieur. Donc dès que ces inconnus vont ouvrir la porte, elle va ressentir la capacité de service, d'accueil chez ces personnes-là, puisque c'est son référentiel. C'est à cet endroit-là où elle essaye de faire les choses parfaitement. Et s'il y a de la chaleur, est-ce qu'il y a de la chaleur dans ce foyer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui communique, qui met en lien les gens? Est-ce qu'il y a une vraie relation quelque part fraternelle qui relie les êtres? Est-ce que la femme et le couple qui reçoit est en capacité de donner de la chaleur humaine? Et vous voyez, si cette personne est reçue de manière très conventionnelle, si les gens qui la reçoivent ne sont pas des émotionnels, par exemple, qui sont plutôt éteints ou qui sont pas à l'aise au niveau émotionnel, c'est comme ça que va jauger un petit peu la soirée notre énéatype 2 d'une manière plus ou moins positive. Elle est conditionnée à cela. Si elle est reçue de manière vraiment chaleureuse, belle, avec, vous voyez, tout a été mis un petit peu, tout a été fait de manière à la mettre vraiment dans les meilleures situations pour exprimer l'énergie du cœur, du service, alors elle va trouver qu'elle a passé une magnifique soirée. Et si c'est le contraire, alors elle aura passé vraiment pas une très très belle soirée, voire pas du tout. Nous arrivons à notre énéatype 3, qu'on appelle aussi le battant. Le battant a été conditionné à réussir, c'est-à-dire que très tôt, il a évalué l'amour, le sentiment d'amour par les réussites qu'il avait. Ce sont souvent des petits ou des enfants, dès qu'ils faisaient un petit exploit, un petit quelque chose qui éveillait chez la maman ou chez le papa, et souvent un peu plus chez la maman, hein, c'est ce qu'on dit des énéatypes 3. Oh, mais c'est super ce que tu fais, c'est vraiment, waouh, mais bravo pour ce que tu as fait. Vous voyez, un petit exploit, peut-être un petit enfant, je sais pas moi, qui s'amuse à faire des petits sauts et qui essaie de faire des pirouettes ou je ne sais quoi, et la maman qui dit, oh, mais c'est magnifique, bravo, qui est tout le temps en train de donner des mots
positif lorsqu'il y a une réussite par rapport à quelque chose qui est fait, surtout principalement au niveau physique, mais aussi au niveau d'un jeu. Et donc notre énéatype 3 apprend à fonctionner à partir de la réussite. Ce sont souvent des sportifs, ça peut être aussi des commerciaux qui fonctionnent toujours par objectif de réussite, et leur conditionnement intérieur est de se sentir aimés lorsqu'ils réussissent. Ils ont aussi une peur de l'échec au fond d'eux. Tant qu'ils réussissent, tout va bien, mais parfois quand ils échouent, ça peut être très très difficile pour eux. Quand cet énéatype 3 va arriver chez ces inconnus, l'énéatype 3 est une personne très positive. Ce sont des personnes, moi, que j'aime beaucoup côtoyer, parce qu'ils vont toujours de l'avant. Ce sont souvent des coachs. On se sent bien avec un 3. C'est très très rare qu'on se sente mal à l'aise avec un 3. Le 3 a cette capacité à emmener tout le monde dans un circuit positif. C'est leur grande qualité. Quand ils vont rentrer chez ces personnes, l'énéatype 3 a besoin de sentir là où il va pouvoir y avoir un petit peu quelque chose de ludique. Vous voyez, s'il se retrouve avec un couple d'intellectuels, il va s'adapter, parce que le 3 arrive plus ou moins à s'adapter quand même, mais ça va, si les gens commencent à parler intellectuellement toute la soirée sur un débat, ça va rapidement, on pourrait dire, le gaver, comme on dit, puisque lui, il va rechercher dans cette maison là où est-ce qu'il y a possibilité de jouer. Est-ce qu'on va jouer à un moment donné? Est-ce qu'il va y avoir la possibilité d'y mettre quelque chose de ludique dans cette soirée dans laquelle je vais pouvoir exprimer mon esprit de compétition? Et il se peut même que lui-même arrive avec un jeu ou quelque chose de ludique, ou même s'il n'a pas de jeu, il peut proposer, s'il le sent à un moment donné, un jeu. Il a besoin d'être dans cette énergie du jeu, de la compétition. C'est fondamental pour lui. Alors comme il arrive à s'adapter positivement, c'est un énéatype 3 retombe toujours sur quelque chose de positif. C'est rare qu'il dise « Ah, j'ai passé vraiment une mauvaise soirée ». Il va toujours essayer de retirer le positif de quelque chose. C'est vraiment une grande qualité. Comme j'ai dit, on va dire un des seuls défauts de l'énéatype 3, c'est que parfois elle peut être trop en surface, ou bien parfois aussi manquer de jugement ou de discernement par rapport aux autres, voulant imposer un petit peu la dimension du jeu ludique sans prendre en compte les autres. Mais bon, chaque énéatype essaie d'imposer quelque chose de lui-même par moment, donc ça c'est aussi à retenir. Alors on arrive à notre énéatype 4. Énéatype 4 on appelle aussi le tragico-romantique. Alors c'est peut-être la dénomination, on pourrait y voir le moins positif, le moins de choses positives. On l'appelle aussi l'artiste. Enfin, une dimension artistique très très forte en lui. L'énéatype 3 a souvent vécu un conditionnement d'abandon, de rejet, et donc il se sent souvent en marge, il se sent souvent différent des autres. Toutefois, il amène quelque chose d'essentiel à la vie, puisque chaque énéatype amène une dimension, une qualité essentielle à la vie, à la grande famille humaine. Lui, il essaie son focus, c'est l'harmonie, que les choses soient en harmonie. Il a tellement été dans une souffrance d'abandon, de rejet, qu'en fait, c'est comme l'autre face d'une pièce. Il recherche l'harmonie, parfois qui prend des fois on va dire des dimensions un peu extravagantes, suivant sa manière d'évaluer la notion d'harmonie. Notre énéatype 4 arrive chez ces inconnus. Alors qu'est-ce qu'il va regarder en premier pour se focaliser à un endroit pour se sentir bien, puisque comprenez bien que chaque énéatype cherche quelque chose, comme un hameçon à se raccrocher à son propre référentiel de conditionnement pour sentir le bien-être. Donc l'énéatype 4, il y a plusieurs choses, on pourrait dire. Il y a déjà comment il va se sentir accueilli, pas de la manière d'un énéatype 2, plutôt dans cette sensation je suis inclus, je suis accepté. Ça c'est pour certains énéatypes 4, ou bien des fois il y a des énéatypes 4 qui ont beaucoup d'arrogance, une espèce de fausse assurance comme ça, et n'ont pas besoin de sentir l'accueil. Encore une fois, on va pas aller dans les sous-types de l'énéagramme, parce qu'il y a aussi des sous-types, mais je vous propose d'aller voir quand même si ça vous intéresse, parce que c'est très très riche. Et il va surtout aussi regarder l'intérieur, la maison, l'appartement, et il va essayer de voir si tout est en harmonie. Vous voyez, le néatype 4 n'a pas besoin d'étudier le feng shui. C'est quelque chose qui est complètement inné chez lui. Il sent quand les choses sont en harmonie. Vous voyez, s'il y a c'est pas forcément que des belles choses. Des choses mises à certains endroits, avec une certaine beauté,
voyez, une certaine classe, faut que ça dégage une certaine ambiance émotionnelle qui va comme éveiller une certaine unité, une certaine harmonie globale du lieu. Et c'est ça qui va faire qu'il va se sentir bien durant cette soirée. Alors imaginez qu'il rentre chez un énéatype 1. Les deux énéatypes sont tellement en opposition de la manière dont ils perçoivent la réalité, que ça peut être assez détonnant. Quand un énéatype 4 est à l'intérieur d'une maison d'énéatype 1, il va se sentir généralement pas très très à l'aise, parce que tout est droit, tout est en ordre, mais il va manquer pour lui d'harmonie, de beauté, de quelque chose qui le renvoie à de l'émotionnel et à ce sentiment de sécurité intérieure. Pour vous donner une idée, par exemple, c'est est-ce qu'il va y avoir un petit Bouddha posé à un endroit? Peut-être que la maîtresse de maison a mis un petit encens, la table est préparée avec soin, il y a des couleurs qui sont en harmonie. L'énéatype 4 focus là-dessus, focus là-dessus, et c'est ça qui l'amène aussi au monde, c'est cette harmonie, ce côté artistique. On arrive à notre énéatype 5. Alors l'énéatype 5, on l'appelle l'observateur, l'expert, voilà, plusieurs noms. Sa caractéristique, c'est un conditionnement qui est lié davantage à la sphère intellectuelle. C'est souvent un enfant qui s'est réfugié dans les livres et la connaissance pour ressentir ce sentiment d'existence. Et il s'est conditionné par des influences diverses. Ça peut être une filiation parentale, ça peut être peut-être qu'à un moment donné, il s'est senti mal dans le groupe, alors il s'est réfugié dans les lectures, l'étude, etc., etc. On l'appelle l'observateur parce qu'il est aussi beaucoup dans l'observation. Il aime observer les autres pour essayer de retirer une certaine connaissance qu'il met en lien et qu'il associe avec toutes les connaissances qu'il a. Ça peut être dans la psychologie, ça peut être dans n'importe quel domaine. Souvent, il est expert d'ailleurs dans un domaine. Alors, l'énéatype 5, quand il arrive chez des inconnus, il peut souvent marquer une forme de retrait ou pas. C'est pareil, il y a différents niveaux dans un énéatype. Soit il a une forme d'arrogance comme ça intellectuelle qui le met dans un positionnement où il n'est pas toujours apprécié des autres parce que il se met un petit peu en hauteur comme ça, ou bien ça peut être l'inverse. Il est plus en retrait, un petit peu comme dans sa tour d'ivoire, et il paraît des fois un petit peu évitant socialement. Vous voyez, si on prend les deux extrêmes de cet énéatype. Et quand il rentre dans cette maison, chez ces inconnus, alors lui, il a franchement la notion peut-être d'harmonie, de beauté, d'accueil, c'est pas quelque chose qui vraiment qui a de l'importance pour lui. Lui, ce qu'il va jauger, c'est plutôt l'intellect des personnes, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir matière peut-être à discuter d'un sujet ou d'un autre. Et donc quand il rentre chez ces inconnus, il va tout de suite essayer de voir est-ce qu'il y a par exemple un endroit où il y a des livres. Donc il va tout de suite mettre son regard, même si vous ne le voyez pas, il va mettre son regard sur ces livres. Voilà. Quel est le sujet en fait qui intéresse ces personnes chez qui j'arrive? Alors s'il y a vous voyez, s'il y a quelqu'un qui est un énéatype 5 passionné d'histoire, et là tout d'un coup il voit des livres d'histoire, ça va être quelque chose de grandiose pour lui, auquel il va peut-être pouvoir se rattacher. Par exemple, au cours du repas, il peut dire quelque chose comme ça. Ah, mais vous aviez un livre sur le Moyen-Âge, l'abbaye de Montluçon au XIIIe siècle. C'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Et il partira sur une discussion sur ce sujet. Même sans parler forcément du livre qu'il aurait vu, mais il va tout de suite jauger les gens qui le reçoivent par leur niveau intellectuel. En revanche, si vous avez les personnes qui le reçoivent et qui commencent à parler du dernier match de foot du PSG, très franchement, là vous allez voir notre énéatype 5 dans une situation très difficile à vivre pour lui, et souvent il va soit se retirer ou s'il a une forme arrogante d'énéatype 5, intérieurement, il va se retirer en lui-même, il va dire, de toute façon, ces gens ne sont pas de mon niveau, on va essayer de s'adapter comme on peut. Et si c'est plutôt un énéatype 5 en retrait, il va essayer de faire bonne figure, simplement, pour s'adapter un petit peu à la situation.
L'énéatype 6. Alors l'énéatype 6, on l'appelle le loyaliste. C'est une personne qui est très attachée au groupe, qui a besoin généralement d'être relié à un groupe pour se sentir exister. Vous avez deux types d'énéatype 6. Alors ce qui on va dire, conditionne l'énéatype 6 fortement, c'est la peur. Et sa réactivité aussi par rapport à la peur, qui peut le teinter de deux façons. C'est-à-dire que vous avez un énéatype 6 qu'on appelle aussi des fois la petite souris. Vous savez, c'est la petite souris qui va se cacher un peu partout, qui veut surtout pas qu'on la voie. Ce sont des personnes très en retrait, souvent très évitantes socialement aussi. Et vous avez l'énéatype 6 qu'on appelle contrephobique. Alors ce type d'énéatype a tout autant peur que la petite souris qui longe les murs en essayant que personne ne la repère. Seulement lui, il a pris on va dire un mouvement différent, ce qu'on appelle une contrephobique, c'est-à-dire qu'il a réagi comme une force de rébellion par rapport à sa peur. Donc ça peut donner par exemple, on peut penser à Jeanne d'Arc ou des gens, vous voyez, des guerriers, des combattants qui en fait essayent de sublimer constamment leur peur avec une sorte de courage parfois démesuré, qui est simplement une réactivité, une réaction à la peur qu'ils vivent en permanence, en essayant de sublimer constamment cette peur intérieure. Alors, ça donne deux facettes également à cette personne. Quand il arrive quand elle arrive chez des inconnus, l'énéatype 6 est dans une situation un petit peu ambivalente. C'est-à-dire, est-ce que je vais me sentir en sécurité dans ce lieu ? Mais vraiment, c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur de chez lui, d'essayer de voir où je peux trouver un sentiment de sécurité tout en étant chez ces personnes. Donc il peut évaluer, vous voyez, si par exemple il voit une cheminée qui n'a pas une protection, ça va être tout de suite un focus pour lui. Il va voir, est-ce que la table est là, est-ce qu'il y a une sortie pas trop loin, si jamais il y a besoin. Il va aussi être parfois dans la suspicion, c'est-à-dire interpréter les réactions d'une personne. Si par exemple l'homme de maison regarde une femme énéatype 6 qu'il ne connaît pas, la femme énéatype 6 va tout de suite par moment évaluer le regard. Tiens, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il pense de moi, tiens, là il est en train de me draguer. Enfin, l'énéatype 6 peut s'inventer toutes sortes d'histoires dans sa tête en ayant l'impression qu'on va piéger sa sécurité, on va un petit peu violer son territoire intérieur. Il y a toujours une espèce de dualité, de combat intérieur qui fait que ce sont soit des personnes qui réagissent très fortement et qui vont évaluer par exemple ces inconnus chez qui elle est reçue en fonction de la manière dont elle interprète les comportements. À l'inverse, l'énéatype 6, petite souris, va être là, pas trop communiquer, des personnes très discrètes, très adaptables. On les confond parfois avec l'énéatype 9, mais on voit clairement aussi sur on va dire dans le comportement qu'il y a la peur qui les anime. Donc voilà pour notre énéatype 6. Alors au niveau de l'enfance, comment ça s'est passé, vous voyez, là il y a tellement de scénarios possibles. Il y a beaucoup de scénarios qui génèrent la peur. Ça peut être l'humiliation, ça peut être des situations où il y a eu de la violence, voilà, toutes sortes de scénarios qui ont généré la peur. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut que regarder les énéatypes, l'énéagramme avec beaucoup de compassion. Parce que chaque conditionnement est issu d'une mémoire, d'une histoire. Pour notre énéatype 7, alors l'énéatype 7, on l'appelle aussi l'optimiste. L'énéatype 7, durant son enfance, a eu le sentiment d'être aimé à chaque fois qu'il provoquait un rire, une joie chez ses parents ou dans son entourage. Donc c'est par exemple un enfant qui va faire le pitre et en voyant sa maman par exemple rire aux éclats, va se conditionner progressivement dans cette attitude. Quand je fais rire, quand j'ai telle attitude, que je fais n'importe quoi, que je fais un petit peu le guignol, que je fais le clown, en fait ça génère du rire et ça génère de la joie. Donc je provoque quelque chose chez l'autre et je vais me sentir aimé
Je vais sentir que j'attire l'attention à chaque fois que j'ai cette attitude-là. Donc je vais la renouveler finalement. Et ce renouvellement va devenir un conditionnement extrêmement important. Ce sont par exemple la plupart du temps les humoristes. Les humoristes sont quasiment tous des Enéatype 7, avec cette faculté de pouvoir faire rire, de pouvoir amener de la joie. C'est aussi ce qu'ils amènent au monde. La difficulté pour eux, c'est parfois on le voit chez certains humoristes, je pense à Jim Carrey, mais il y en a d'autres qui tombent dans des fortes dépressions. Quand le mur de leur conditionnement commence à être effrité, ils se rendent compte que tout ça n'était qu'une façade. Et c'est très très difficile à vivre pour eux, très très difficile. Ça les amène à plus d'authenticité. Mais c'est un long chemin aussi de résilience pour eux, une fois que ce mur s'effrite et qu'ils doivent prendre en compte qu'ils peuvent continuer à faire rire, et en lâchant aussi ce besoin d'attention. Alors, quand un Enéatype 7 arrive chez quelqu'un, très franchement, il continue, on va dire, son conditionnement intérieur, c'est-à-dire que j'arrive, tout de suite, je vais sortir une blague, tout de suite, je vais avoir de l'humour, tout de suite, je mets à l'aise, toujours pour provoquer ces stimuli et ces réactions positives chez autrui, dans le but d'attirer une satisfaction, une certaine attention. Il est conditionné comme cela. Donc c'est un Enéatype qui est très, très jovial, avec pareil des niveaux. Vous pouvez avoir un niveau Enéatype 7 qui va être, pour ma part, que je trouve pas le plus agréable. Ce sont des personnes qui, au cours d'une soirée, avec d'autres personnes, vont prendre énormément de place. Ils vont tout le temps sortir des blagues, avoir des jeux de mots, avoir un esprit un petit peu moqueur, de dérision, etc., etc. Je me souviens d'ailleurs, pour ma part, avoir vécu une soirée comme ça, où j'étais invité chez des gens, et j'avais cette connaissance de l'énéagramme. Alors je voyais qu'au cours de la soirée, on était à peu près une dizaine de personnes, et il y avait un Enéatype 7. Mais en fait, tout tournait autour de lui, c'est-à-dire de ses blagues, de ses mots, toujours faire le pitre et le clown. Et en fait, au bout de 2 heures, je me rendais compte qu'en fait, moi, ça commençait sérieusement à me saouler. Il n'y avait pas d'autre terme. Je me disais, mais cet homme, il prend toute la place, en fait, et il laisse aucune place aux autres. Alors c'est sympa, c'est vrai que tout le monde, ça fait rire la galerie, mais au final je n'y trouvais pas mon compte, c'est-à-dire que déjà moi je ne suis pas Enéatype 7, et je trouvais que ça prenait énormément de place, et je trouvais que c'était finalement très égocentriste, très égoïste de sa part. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il a vu que je gardais le silence, j'essayais d'accueillir comme c'était, et finalement de me dire, bon voilà, c'est pas grave, vas-y, amuse-toi, fais rire tout le monde, si les gens passent un bon moment, finalement c'était aussi ça. Et je pense qu'il a dû sentir ça chez moi à un moment donné, sentir que je n'étais plus j'étais pas dans son mouvement, et que peut-être qu'il a ressenti par un phénomène de résonance aussi que, en fait, ça prenait beaucoup de place. Et à un moment donné, c'est beau. Il s'est arrêté de lui-même et il a dit, là je prends beaucoup de place, je vais me taire un petit peu. Alors, pour qu'un Enéatype 7 arrive à ça, il a une grosse prise de conscience, je pense, au cours de la soirée. Et j'ai trouvé ça très sincère de sa part, très très beau, très très pur. Et il a tenu après tout le reste de la soirée dans beaucoup plus de discrétion, beaucoup plus de silence. Il continue à avoir sa joie, c'est ce qu'il habite, mais il laissait plus de place aux autres, et j'ai vraiment, vraiment apprécié ce jour-là. Notre Enéatype 8 maintenant. L'Enéatype 8, qu'on appelle aussi le chef. Alors, son conditionnement, c'est de de s'être senti aimé par sa capacité à être fort. Vous voyez, voilà, c'est le petit garçon, je sais pas, qui va aider son papa à soulever des briques de pierre ou des tronçons d'arbres, ou ce que vous voulez. Waouh, mais t'es fort, qu'est-ce que t'es fort, mon garçon, vraiment, c'est super. Et à chaque fois qu'il va répéter un mouvement comme ça, on va le conditionner à se sentir aimé parce qu'il est fort, parce qu'il a une puissance, vous voyez, comme ça, et qu'il manifeste. Et donc son conditionnement naît de là. Je suis aimé si je suis fort, mais pas seulement, si je prends aussi un certain pouvoir vis-à-vis des autres. Si je m'impose, si je suis le chef, c'est pour ça qu'on l'appelle le chef. Ce sont des personnes d'ailleurs qui imposent. Elles ont beaucoup de charisme, on le sent, dès qu'on est près d'un Enéatype 8. Il a beaucoup de force, beaucoup de magnétisme, et il impose quelque chose, on le sent.
quand un énéatype 8 arrive chez des inconnus, généralement, suivant les personnes qui le reçoivent, tout le monde va sentir cette force, cette puissance d'un chef autour de soi. Donc qui impose quelque chose, pas à la manière d'un énéatype 7 qui va faire rigoler tout le monde, simplement par la présence qui dit voilà, c'est moi le chef. Et notre énéatype 8, il aime, vous voyez, il peut sortir des blagues ou parfois infantiliser les personnes autour de lui ou les narguer, avoir un semblant de mépris comme ça. Mais c'est plus pour jauger leur force. Vous voyez, c'est plus pour jauger qu'est-ce que tu as dans le ventre, en fait, toi. Voilà. Donc, en fait, même avec des personnes qu'il ne connaît pas particulièrement, il va pas prendre de gants. Parce que pour lui, en fait, je vais évaluer l'autre en fonction de sa capacité à pas être une mauviette, entre guillemets. C'est-à-dire, si je sors quelques mots à quelqu'un, pas pour le rabaisser, mais voilà, le rentre dedans un petit peu. Est-ce que tu es capable de dépasser la petite moquerie que je te dis? Et qu'est-ce que tu as dans le ventre? Voilà. Donc notre énéatype 8, il peut être quelqu'un de dérangeant, hein, s'il est reçu par des personnes très raffinées, qui essayent de vraiment être très dans l'élégance, la grâce, etc. Le 8, il s'en fout. Hein. J'irai peut-être pas jusque-là, mais s'il vous connaît pas et qu'il a envie de prendre sa cuisse de poulet avec les mains, sans aucune convenance, il le fera, parce qu'il s'en fiche complètement de ce que vous pensez, de ce que vous dites. Donc, l'énéatype 8, il aime les relations, et il aime se sentir aussi dans cette position où il va pouvoir être le chef. Mais une fois que le 8 a validé la relation avec quelqu'un, elle devient très très fraternelle. Un énéatype 8, par exemple dans une famille, ou même en tant qu'entrepreneur, il va toujours veiller à protéger les personnes qu'il a validées dans son positionnement de chef. Ça va être quelqu'un de très, très protecteur. Il fera tout ce qui est en œuvre pour protéger et son entreprise, et ses employés, et sa famille du besoin ou dès qu'il y a un problème. Mais sans tergiverser dans les émotions. Et c'est très direct, c'est tac, ok, il y a besoin d'aide, on y va, tac, tac, voilà, c'est rapide, c'est efficace et c'est clair. Et puis nous arrivons enfin à l'énéatype 9, qu'on appelle le médiateur. L'énéatype 9 a un conditionnement particulier. Il a dû s'adapter à un environnement qui lui renvoyait l'idée qu'il fallait pas trop qu'il manifeste trop d'émotions, trop un comportement qui soit trop manifeste, trop actif, parce que sinon il s'attirait toujours soit des critiques parentales ou une autorité qui était assez trop directive, trop dans le contrôle. Donc en fait c'est un peu comme un animal dans la nature, souvent quand il se sent en danger, il va s'anesthésier. L'énéatype 9, souvent, est conditionné par cette anesthésie au niveau des émotions, mais aussi au niveau de sa capacité à penser, d'avoir des opinions par lui-même, d'avoir des valeurs par lui-même. Il a du mal à être dans une certaine créativité. Ce sont des personnes qui peuvent être de très très bons exécutants, mais qui ne sont pas toujours très très créatifs. Mais ils amènent quoi, les énéatypes 9? Ils amènent beaucoup de diplomatie, beaucoup de calme, beaucoup de stabilité. Quand vous êtes à côté d'un énéatype 9, vous sentez une force très stable. Ils ont une résistance au stress qui est phénoménale par rapport aux autres énéatypes, aux autres personnes. Alors, elles sont calmes, elles sont un peu comme tout, un peu comme dans une bulle. Et quand un énéatype 9 est invité chez des inconnus, souvent ils vont être appréciés. Ils vont être appréciés parce qu'en fait, si un sujet est lancé autour de la table, l'énéatype 9 est toujours d'accord en fait avec tout le monde. Je caricature bien évidemment, mais il va pas être, vous voyez, c'est un médiateur, donc il va pas être dans une position psychorigide. Sauf s'il a une aile en 1 ou en 8 qui est très forte, là encore, hein, il y a aussi des histoires d'ailes dans l'énéatype, c'est-à-dire que vous êtes conditionné par les énéatypes qui sont sur votre gauche, sur votre droite, et qui vont teinter votre énéatype d'une manière particulière. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc notre énéatype 9,
quand il rentre chez quelqu'un, il n'y a pas, vous voyez, il rentre, c'est un peu comme une bulle, c'est stable, c'est là. Il rentre, il apprécie ce qui est fait. Ce sont des gens souvent qui sont assez joviales, tranquilles, et ils vont pas beaucoup communiquer. Par contre, hein, c'est des gens qui, si vous posez une question à table, ils vont parler, ils vont rebondir, mais sinon ils peuvent tout à fait, si vous êtes plusieurs, un groupe par exemple de 8-10 personnes, l'initiative 9 souvent est là. Il est dans une attitude un peu de contemplation, un peu comme un Bouddha en contemplation. Tout est là, voilà, et tout est bien, et puis il n'y a pas besoin de trop de se la ramener. Si on me dit de faire quelque chose, je vais le faire. Si on amorce un sujet, je vais être d'accord un petit peu avec tout le monde. Donc ils sont très tranquilles, et puis pour eux, ils auront toujours le sentiment d'avoir passé une bonne soirée. Ils ont une capacité d'accepter les autres de manière inconditionnelle. C'est une de leurs grandes qualités. Et du coup, voilà, pour les néatypes 9, c'est pas toujours simple, hein, parce que les néatypes 9, à un moment donné, va devoir aller à la rencontre de ce conditionnement et essayer d'apprendre à reprendre aussi une partie de sa vie en main, de reprendre aussi sa vie émotionnelle, de reprendre la vie de ses pensées, de donner une vie, de donner une dynamique à sa vie intérieure et sa vie extérieure. Ce sont des gens qui aiment faire les choses dans le calme, donc quand ils sont à leur travail, ils aiment aussi que ça soit pas trop dans la pression. Alors, c'est un peu un paradoxe parce que j'ai dit qu'ils avaient une forte capacité de résistance au stress, mais néanmoins, ils n'aiment pas être pressés. Ils aiment faire les choses tranquillement. Voilà pour les énéatypes et l'énéagramme. C'était avant tout pour moi l'occasion de vous présenter l'énéagramme avec peut-être un angle de vue pragmatique pour vous permettre de l'appréhender au mieux. Vous pouvez retrouver un petit peu tous ces exemples-là, puis mon approche de l'énéagramme, dans mon livre qui s'appelle Votre programme 100% gagnant, dans lequel j'aborde aussi l'énéagramme, plein d'autres sujets, mais vous retrouvez notamment cette vision et ce pragmatisme de l'étude de l'énéagramme. Eh bien, j'ai été ravi de vous proposer ce podcast. Je serais ravi de vous retrouver pour une prochaine émission et je vous souhaite une très belle suite de journée. À très bientôt.